Bienvenue pour ce webinaire capsule numéro 1. Nous sommes très heureuses d'accueillir aujourd'hui André Jaunet, président du Conseil de développement Pays Vallée du Loir, donc qui va nous partager son expérience. Le concept de ce nouveau format, c'est voilà, avoir un temps de présentation d'environ 15 minutes, puis un temps de questions-réponses d'environ 15 minutes également. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à André Jaunet. Bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pas apparaître physiquement. J'ai un problème technique. Voilà. Donc, quand les habitants deviennent moteurs de la transition. Alors, effectivement, depuis 6 ans, sur ce pays Vallée du Loir, donc 73 000 habitants, euh, une zone rurale plutôt aux marges du département de la Sarthe. Et depuis donc ces quelques années, on a voulu travailler avec les habitants. C'est vraiment un axe très fort. Et on a deux domaines où on a relativement réussi, même s'il y a des progrès encore à réaliser. C'est le domaine de la transition énergétique. On s'est heurté, comme tout le monde, évidemment, à la défiance ambiante sur tout ce qui se rapporte au solaire, à la pompe à chaleur, etc. Et donc, on a voulu, sur ce premier sujet, trouver une technique qui permette aux habitants d'être en confiance. Et on est passé par un modèle intéressant, c'est celui de la visite de maisons inspirantes en proximité. Donc on a détecté sur chacun des thèmes qui intéressent les habitants, donc on a repéré ces thèmes en étudiant les requêtes sur Internet sur ces questions d'habitat et d'énergie. Donc on a choisi pompe à chaleur, solaire, etc. On a détecté les maisons inspirantes en proximité. Donc à chaque fois, sur chaque thème, on a 5-6 maisons que les gens peuvent visiter collectivement pour et assister ensuite à une conférence. Donc on a eu, on a organisé 6 événements, on a eu 640 personnes. Donc on est parti d'une dimension un peu problème individuel et on s'aperçoit que évidemment quand on met les gens en contact, ils discutent, ils échangent et l'expérience montre qu'ils agissent puisqu'ils ont créé une association pour faire de l'achat groupé, et à partir de ça, on a créé ensemble une société pour faire des investissements importants. Et cette dynamique et l'importance de l'éco dans la population a encouragé les élus à travailler davantage, je pense, sur les questions d'énergie et jusqu'à créer une SEM, une société d'économie mixte locale, pour consacrer à ces questions. Donc on voit l'intérêt à la fois direct auprès de la population et indirect auprès des politiques publiques qui réside dans l'identification d'un modèle concret de proximité, de confiance pour impliquer les habitants. Et on a une autre expérience un peu différente, plus récente, toujours avec cette obsession du grand public. On a lancé un cycle de conférences-débats sur des sujets à controverse. Donc le premier sujet, c'était le changement climatique en général et ses effets sur l'agriculture dans les 20 ans. Donc là aussi, on a eu un succès public puisqu'on a eu 149 personnes en dehors des organisateurs, donc avec des intervenants de bon niveau, etc. Et surtout une diversité du public, c'est-à-dire que le thème était centré quand même sur l'agriculture dans les 20 ans, et on avait des conventionnels, des bio, des permaculteurs, etc. Enfin, il y avait toute la palette et avec une possibilité d'échange effectivement tout à fait précieuse dans notre pays si fracturé et où l'entre-soi domine. Donc on a vu à partir de ces exemples, on peut tirer quelques enseignements. Bon, le fait de partir de questions sensibles, éventuellement de controverses, le concret, la proximité, le fait aussi d'éviter l'idéologie, le prêche, le surplomb. On ne vient pas dire aux gens ce qu'ils doivent choisir comme équipement ou ce qu'ils doivent penser. Les conférences de débat ne débouchent pas sur une conclusion commune. Chacun est invité à réfléchir. Donc, et on apporte quand même des connaissances. Sur les visites thématiques logement, à chaque fois, après, on avait un conférencier ou deux. Et sur la conférence débat, évidemment, il y a cet apport aussi de connaissances extérieures. Et ce qui est
je crois, important dans la mobilisation des habitants, c'est de laisser un espace aux personnes, à la personne, à ses désirs, à son cheminement. Et c'est pour ça que l'absence de prêche est, à mon avis, précieuse. On laisse ainsi chaque personne en situation de réflexion, on fait appel à l'intelligence individuelle et collective. Alors qu'au contraire, si on commence à parler, Comment par ça exemple, va ton d'écologie, estomac? on perd rapidement 30% du Et t'es public, hein. réveillé à quelle heure du coup? Voilà. Et puis, il y a cette dimension aussi échange entre pairs. On sait que l'apprentissage se déroule beaucoup entre pairs et de plus en plus, sans doute, d'après ce qu'on imagine, avec l'obsolescence accélérée des connaissances, les gens vont avoir besoin d'échanger, etc. Et ces échanges entre pairs sont évidemment intéressants au point de vue aussi du lien social, de la résilience du territoire. Alors on peut dire que tout ça est encore relativement partiel, et évidemment, on voit les limites du système. On a, par exemple, dans les visites, on avait une surreprésentation des jeunes retraités, assez peu, enfin même s'il y en avait quand même, il y avait de salariés, etc. Et on a sur la période de départ, on avait une mobilisation encore plus forte que récemment parce que la sensibilité au prix de l'énergie a diminué avec la baisse du tarif et la baisse du risque d'approvisionnement lié à la guerre d'Ukraine. Donc évidemment, il y a toutes sortes de contextes qui peuvent jouer, mais il n'empêche que on- on est encouragé quand même à poursuivre dans cette direction de travail auprès des habitants. C'est vraiment euh, euh, pour nous le juge de paix de l'activité des conseils de développement. Est-ce qu'ils réussissent réellement à impacter la culture des habitants? Et dans l'aspect apartisan que j'évoquais tout à l'heure, le fait d'éviter l'idéologie, etc., j'évoque naturellement les élus. Alors, on a eu cette même attitude naturellement avec les élus, qui est celle naturelle d'un conseil de développement. On n'est pas là pour les empêcher ou se mêler de politique au sens politicien. Et on a établi avec eux une confiance tout à fait remarquable. On a fait un bilan récent là, du conseil de développement il y a 15 jours. Bon, bah, les élus étaient là, y compris les parlementaires. Il y avait des habitants qui n'étaient pas membres du conseil de développement. Enfin, on a on a commencé de créer une atmosphère territoriale euh, propice à la participation. Donc, on a des éléments de satisfaction, mais il me semble que ce thème de la relation aux habitants est suffisamment central comme enjeu et suffisamment difficile dans la pratique pour que ça devienne, je le souhaite, un thème de travail entre les conseils de développement, leurs animateurs, leur, euh, leur gouvernance, etc. Voilà, je ne sais pas si je vais beaucoup plus loin à ce premier stade. Je suis à votre disposition pour aborder tel ou tel point, préciser telle question. Merci André pour cette présentation très synthétique. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas voilà, à utiliser la fenêtre de conversation si vous avez des points qui vous questionnent ou à lever la main également si vous souhaitez intervenir. Peut-être pour commencer, j'ai une petite question. Voilà, quels sont les projets pour l'année 2026 pour le Conseil de développement, voilà, pour aller toujours plus vers les habitants? Alors, on va vivre un renouvellement puisqu'on est calé sur les instances municipales. Ce sont les prochaines gouvernances des 3 communautés de communes qui établiront la liste des nouveaux membres du Conseil de développement. On a évoqué cette question d'ailleurs dans le bilan qu'on a réalisé avec les élus. Et donc, on s'oriente, même si ce n'est pas une obligation légale, vers l'encouragement aux candidatures motivées des habitants de façon à avoir une nouvelle sélection qui
qui soit pas seulement, si je puis dire, le fait du prince, les élus qui sélectionneraient telle ou telle personne pour des qualités qui ne sont pas forcément celles de la connaissance et de la pratique de la participation, mais en tout cas, on voudrait que cette phase de renouvellement soit également d'une certaine façon participative, quoi, qu'il y ait des candidatures qui s'expriment. Je pense que d'ailleurs, en termes de réglementation, c'est un peu dommage de donner toute la main aux élus dans la sélection des nouveaux membres. En tout cas, ça, évidemment, ce renouvellement va remettre en cause les actions, mais pour moi, ce n'est pas un problème. Je pense que si les actions ont acquis de la légitimité, elles vont pouvoir relativement facilement inspirer les nouveaux membres. En tout cas, personnellement, je serai candidat pour je serai candidat pour la. Et en tout cas, ce qu'on a fait sur l'énergie, des structures extra-CODEV ont été créées à partir des travaux du CODEV, comme l'association pour faire des achats groupés panneaux, comme la société pour faire des implantations solaires significatives. Donc ces structures-là, elles ne sont pas soumises à renouvellement, déjà. Et puis le cycle de conférences-débats qu'on a commencé, on a fait une seule conférence-débat, mais une vingtaine de participants se sont déclarés volontaires pour participer à l'organisation de la prochaine, au choix des thèmes, au choix des intervenants, etc. Donc il y a des structures qui vont pouvoir normalement relativement bien perdurer, quoi. Merci. Donc, une volonté voilà, de poursuivre aussi, mais une attente quand même par rapport au renouvellement du Conseil de développement. Alors, on a plusieurs questions très concrètes dans la fenêtre de conversation. Alors, je vois une question, quel budget pour le départ, pour voilà, initier les projets, j'imagine? Voilà, alors il y avait une ligne budgétaire au Conseil de développement. Moi, je ne l'ai jamais utilisée. Donc, j'ai, par nature et par comment dire, suite à la réflexion personnelle que j'ai sur les questions budgétaires, j'essaie de ne pas démarrer des moyens et de ne pas dépendre des moyens qui sont extérieurs. Et je pense qu'on a un devoir dans notre patrie commune à réfléchir à ces questions budgétaires, parce qu'on est dans un risque d'incapacitation, d'incapacité politique en développant les déficits. Donc, si on peut faire sans argent, par exemple, les visites de maison, ça demande. Alors, on a une aide tout à fait notable de l'équipe du pays, hein, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est important de le dire, pour des questions de logistique, pour nous accueillir, pour nous aider à organiser des visios, etc. Mais les choses peuvent ne rien coûter, et c'est tant mieux, hein, et on ne mesure pas la qualité de notre travail à l'épaisseur de notre budget. Moi, je pense que moi, j'ai toujours pensé, quand j'entends quelqu'un demander des moyens, je lui propose de réfléchir à ses résultats aussi, enfin, à comment il obtient des résultats, quels sont ses objectifs et comment il les satisfait. Alors là, pour les conférences débats, on a fait venir Serge Jacquat, qui est d'un gros climatologue très connu au niveau national. Ça nous a coûté, pour ne rien cacher, près de 1000 euros. Là, on a été effectivement financé par le pays là-dessus. Voilà. C'était d'ailleurs des restes d'une ancienne association, CODEV, qui avait fermé en ayant eu quelques restes à la banque. Voilà. Bon. En tout cas, moins de moyens ne nous gênent pas. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. Alors, on va prendre une question de Huguette qui lève la main. Alors, micro, il faut juste la réactiver. Ouais, là, ça ne fonctionne pas. On ne vous entend pas. Sur les moyens, je peux poursuivre aussi, parce que j'ai Oui, beaucoup alors en œuvré attendant que pour le Huguette financement puisse... participatif. Oui, Nos territoires que ce soit au niveau national ou au niveau local, ont un excès d'épargne historiquement très important, hein. Et cette épargne, très souvent, elle s'engage en dehors du territoire local ou national.
Et cette question de moyens, elle peut être pensée aussi en essayant d'orienter l'épargne locale vers les besoins du territoire. Hein, quand là, on a créé une société pour faire des implantations de panneaux solaires, ben, on va faire appel à l'épargne des habitants. Donc, les moyens, c'est aussi ça, c'est les moyens dont on dispose et qui ne sont pas forcément orientés d'une manière qui convient ni aux épargnants ni au territoire. Merci. Alors, Huguette, on va voir si ça Oui, fonctionne. pardon, Ah, voilà. j'avais pas mis le micro. Donc, merci, oui, à André Genet pour cette présentation très intéressante. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement de partir d'une dimension individuelle et c'est pas une démarche très commune. Donc, effectivement, mettre le citoyen dans l'action dès le départ, peut-être c'est le moyen de davantage l'intéresser. Donc, je me posais deux questions. Le sujet des moyens vient d'être évoqué, donc on l'oublie pour moi en tout cas. La deuxième question, c'est en termes de communication, justement, comment vous arrivez déjà à aller chercher, entre guillemets, les bons citoyens, ceux qui peuvent avoir une valeur témoin pour les autres, et comment justement créer un maillage entre les gens pour qu'ils s'intéressent au sujet, pour qu'ils aient envie de venir aux conférences, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, la difficulté sur nos territoires, c'est de faire que les gens se déplacent pour venir à des événements. Donc, je voudrais savoir si sur ce territoire, vous avez des recettes pour faire que les habitants entrent dans l'action, en fait, d'une manière ou d'une autre, en tant qu'acteurs ou spectateurs. Bah, je crois qu'on a des habitants formidables. Et alors là, je plaisante un peu, mais on est aux marges de la Sarthe. On est à 40-50 km du Mans, de Tours et d'Angers. Donc, en quelque sorte, on compte sur nous-mêmes, quoi. Donc, il y a une grâce aussi, un avantage à être loin de tout. Les gens sont relativement réactifs. On a une presse, on a des médias qui sont formidables aussi. C'est-à-dire que la presse locale, les radios locales, les télés locales sont très en attente d'informations et nous ont offert une communication épatante. Alors, ça ne marche pas de manière automatique. Il faut qu'on ait des choses un peu décalées, un peu nouvelles et un peu sensibles aussi. C'est sûr Mm. que si vous faites un débat avec les gens qui sont tous les mêmes sur un sujet sur lequel on sait ce qui va être dit, bah, ça intéresse moins la population que si vous avez un débat je sais pas, sur les énergies intermittentes, avec les éoliennes, le solaire, etc. Bah, les gens sont intéressés par les sujets sensibles. Hein. On a tendance à écarter les sujets sensibles. Il se trouve qu'à titre personnel, j'ai pendant 20 ans animé des débats avec controverse dans un quartier sensible en région parisienne. On a fait des sujets comme l'appartenance à la communauté nationale avec un maire de droite bien marqué et un avocat socialiste bien marqué aussi. Et les gens adorent ça. Mais il faut mettre des règles du jeu. C'est-à-dire, il faut dire au début, personne ne détient la vérité, on s'écoute, on n'est pas là pour décider à votre place. On fait le pari de l'intelligence, etc. On respecte le fil du débat. Il y a des règles à proposer, mais les gens, en vérité, adorent le débat. Hein. On a, c'est vrai, il y a des biais, comme on dit, des biais cognitifs, c'est-à-dire on a tendance à rechercher ce qui confirme nos a priori, hein, ce qui confirme nos opinions. Donc ça, il faut essayer de le casser. Si on met deux intervenants de nature différente, d'opinions différentes, et que on met les gens en responsabilité, bah finalement, on est plutôt bien payé de retour. En dehors des situations un peu critiques comme les élections municipales ou des trucs comme ça, où il y a chacun qui peut venir avec son groupe de partisans et perturber un peu l'esprit d'intelligence du groupe, ça se passe très très bien. Et donc, je pense que pour attirer les gens, il faut des sujets à controverse.
Moi, je rêve d'organiser un débat sur l'immigration, par exemple. Alors, il y a des gens qui, parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans le camp du bien, imaginent qu'il y a un trop grand risque à organiser un débat où la population va s'exprimer sur ce sujet. Bon, c'est quand même un paradoxe pour des gens qui sont démocrates d'avoir une position comme ça, mais je sais qu'elle existe. Moi, je pense que si on met les gens en responsabilité, on est payé de retour. Il faut faire le pari de l'intelligence, quoi. Donc ça, c'est Merci. la ressource des médias et puis la ressource des habitants eux-mêmes. Et l'individu, ça reste une ressource toujours, même dans tout le monde privilégie souvent dans le parler commun le collectif. Mais le collectif, il n'est utile qu'à la mesure du fait que les individus qui le constituent sont autonomes, intelligents, etc., et non pas suiveurs, grégaires, moutonniers, etc. Si les gens pensent tous pareil au sein d'un groupe, c'est pas très intéressant. Merci. Alors, il y a aussi Merci. deux questions sur le fonctionnement du conseil de développement. Dominique Duc demande si vous êtes sous forme associative d'une association. Et puis, on a aussi une question de Thibaut qui demande comment fonctionne le conseil de développement, son contexte, son histoire, voilà, comment se Moi, rencontrent les membres du conseil de développement, le c'est une nombre de histoire membres. assez compliquée. Il y a eu une association qui a été fermée. Je pense qu'il y a dû avoir un antagonisme, c'est ce que j'imagine, je n'ai pas d'informations précises, mais avec les élus. Donc, ils ont fermé l'association. Et maintenant, c'est un groupe sans personnalité juridique. Voilà. Moi, j'ai été sollicité par une ancienne directrice, en fait, j'étais intervenu aux journées de l'Association nationale des pays, et comme j'habite sur le coin, elle m'a dit, bah, vous devriez venir participer au conseil de développement, ça se fait avec des chemins très variés. Mais là, au fil du temps, même dans une période de 6 ans comme celle qu'on vient de vivre, il y a un renouvellement. Et ce renouvellement, il se fait par l'identification de gens qui participent dossier après dossier. C'est-à-dire que quand on travaille sur la transition ou quand on travaille sur un sentier au long du Loir, comme un groupe de membres l'a fait pendant ces 6 ans, eh ben, il y a des personnes qui apparaissent, des gens de la société civile, qui viennent donner un coup de main, et puis on se dit, bah, celui-là, ce serait pas mal s'y candidatait, quoi. Et donc on a, je sais pas, une dizaine de personnes qui sont rentrées comme ça au fil du temps, par sujet. Par sujet, donc une approche Ouais. par sujet. Très bien. On a aussi dans la fenêtre de conversation une précision d'Anna sur comment on peut aussi mobiliser les habitants et voilà, elle partage l'expérience aussi du Pays Basque, de prendre le temps de contacter les personnes directement, aller aussi où se trouvent les personnes dans les territoires, voilà, passer par les collectifs qui sont déjà structurés, s'appuyer sur ces Ouais. groupes pour imaginer des partenariats et voilà, Ouais. toucher davantage de Alors personnes. ça c'est bien, mais il faut que les gens s'expriment à titre personnel. C'est comme quand j'évoquais tout à l'heure les débats. Il faut que dans un débat ouvert et respectueux, il faut que les gens s'expriment à titre personnel et non en tant que représentant d'une organisation. Parce que si on s'exprime en tant que représentant d'une organisation, on n'a pas la même intelligence. Hein, c'est ce qu'on a appelé la langue de bois à certains moments. C'est-à-dire, on vient servir un discours qui a déjà très souvent été entendu, et on n'est pas en situation individuelle d'intelligence. Donc, c'est dommage pour le collectif, quoi. Donc, être en lien avec les organisations existantes, pourquoi pas, mais personne ne détient la vérité, ni la légitimité totale sur telle ou telle question. Il faut entendre tout le monde, quoi, tous les points de vue. Bien sûr.